Alors maintenant, on va passer à notre deuxième intervenant, donc Jean-Pierre Paul, qui lui va parler des réseaux, mais uniquement au niveau humain. Oui, mais je vais vous parler surtout, non pas de l'histoire événementielle de la résistance corse, c'est-à-dire les faits d'armes, la répression qu'ont subi les patriotes et les communautés corses qui ont aidé les résistants corses. Je vais aujourd'hui essayer de voir sous un autre angle la résistance corse, voir la résistance corse, voir la place de la résistance corse dans la stratégie politique de Pascal Paoli. Tout d'abord, on peut s'étonner, quand on regarde les gazettes du XVIIIe siècle, de cette époque, de voir comment est présentée la résistance des Corses après la défaite de Ponténove. Elle est présentée avec un schéma, somme toute, très classique, d'une résistance d'un État indépendant qui aurait été conquis par une puissance qui avait plus de force qu'elle. On a un chef de gouvernement en exil à Londres qui maintient la permanence de la nation, qui prépare sa libération. On a une résistance extérieure composée d'une partie de l'armée vaincue, qui est installée dans un pays complaisant, la Toscane, et qui de là fait des commandos qu'elle envoie dans le territoire occupé. Et on a une résistance intérieure qui est une résistance qui est aidée avec des transports d'armes, de munitions, de poudre par la résistance extérieure. Le tout permettant que les gazettes puissent dire que finalement la nation envahie n'est pas encore soumise et qu'une partie de cette nation tend à la libération. Somme toute classique. Euh, on, on, on a ça dans toutes les gazettes, qu'elles soient en Italie ou en Allemagne. Et en Allemagne, je vous citerai, pour changer un peu des références habituelles, ce qu'écrit, je parlerai pas allemand, hein, ce qu'écrit dans son histoire de Corse Johann Conrad Sperl. Il écrit à propos de la résistance corse, dans un chapitre qui lui est consacré: toute l'Europe fut émue du destin des vaillants insulaires parce qu'ils avaient combattu avec constance et si noblement pour l'équité, la liberté et la patrie. Il écrit ça en 1777. Et la patrie. Donc, une vision d'un État envahi. Or, cet État, et ce matin, Antoine-Marie Graziani le rappelait, il y a un problème qui s'appelle la légitimité. Cet État n'a jamais été reconnu par l'Angleterre, il n'a jamais été reconnu par la Toscane, il n'a jamais été reconnu par Naples, même si ces nations ont pu aider la Corse. Juridiquement, la Corse, elle est tenue par le traité de Versailles, c'est-à-dire qu'il y a eu un transfert de l'exercice de la souveraineté au roi de France. Les Corses sont des sujets du roi de France, il n'y a pas de nation corse, et ils sont des rebelles à leur roi légitime. Or, d'où vient cette vision de la résistance corse qui finalement est une résistance qui lutte pour la libération d'une nation occupée? Eh bien, c'est tout simplement la résultante d'une stratégie réussie de Pascal Paul, une stratégie politique réussie de Pascal Paul pendant la période entre Ponténove et le traité de Versailles et Ponténove. Dès le 2 avril 1768, Pascal Paul écrivait, en pressentant la guerre de conquête qu'allait mener le roi de France, il écrivait à Damiano Giubega: Spero che riusciremo a fare un'onoratissima resistenza che renderà celebre il nome corso e la nostra libertà eterna. Donc, dès ce moment-là, Paoli veut cristalliser l'idée que la Corse est une nation indépendante qui lutte pour défendre sa liberté et que la guerre doit avoir lieu de nation à nation et d'être présentée comme une guerre de nation à nation. Pendant des années, Pascal Paoli a essayé et a parfois réussi de donner des arguments historiques, des arguments théoriques, avec notamment Grimaldi, avec Salvini aussi, pour montrer que les Corses n'étaient pas des rebelles, mais étaient une véritable nation. Mais pendant cette période d'un an,
de 1768 à 1769, on n'est plus dans la théorie, on est dans les faits. Et dans les faits, la Corse se défend comme une nation. On a reproché à Paoli de ne pas avoir fait une stratégie militaire de petite guerre, c'est-à-dire de guérilla. Mais c'est un choix politique d'avoir une armée contre une armée et de tenir le plus possible. La défaite de Ponte Novo peut ne pas être regardée comme une erreur stratégique militaire, mais comme la conséquence d'un choix politique. Quitte à perdre, perdons comme une nation au combat. Et Pascal Paoli va, grâce au courage des Corses, à leur sacrifice, tenir pendant 1 an de guerre contre la première armée d'Europe. Et ça va permettre d'ancrer la réalité de cette nation corse au combat. Et l'organisation de la résistance après Ponte Novo est le prolongement nécessaire de ce choix politique. On a été une nation au combat, on sera une nation résistante. Et cette résistance, c'est une résistance unie. C'est important de le voir. Il n'y a pas des petits groupes de résistants comme ça qui sont autonomes. Il y a une résistance unie avec un seul chef reconnu, Pascal Paoli, le chef d'État en exil. Toutes les actions de la résistance ont un but, restaurer l'autorité du chef légitime. Quand vous allez fouiller les archives de la prévôté et que vous voyez les interrogatoires des résistants qui se trouvent au fin fond du Niol ou ailleurs, ou dans le sud, dans la Gravonne, vous voyez des gens interrogés et on leur demande « Pourquoi vous tirez sur les Français ?» Et ils répondent tous, pour retrouver notre liberté qu'on avait avec Paoli. Ils ne répondent pas « J'avais des problèmes fiscaux ou j'avais des problèmes économiques ». Non. Je veux retrouver ma liberté. Et la tentative de soulèvement de juin 1774, elle est symptomatique de cette ligne stratégique. La tentative de soulèvement, c'est un plan de libération d'une partie du territoire national, l'installation d'un gouvernement national dans cette partie et l'attente des alliés donc, pour reprendre l'ensemble de l'île. Et à cette date-là, en juillet 1974, Clément Paoli, le chef de la résistance extérieure, écrit à Nicomède Pasqualini, et il écrit notamment ceci. Il dit que par ses actions, les résistants doivent montrer qu'ils sont une partie considérable et un corps respectable du peuple de Corse qui s'est rendu indépendant, qui réclame les armes à la main pour les anciens droits de sa patrie et qui soutient et représente le système primitif de la Constitution libre et républicaine. La stratégie, elle est claire et nette. Et Pascal Paoli va assigner à cette résistance plusieurs buts. Le premier but, c'est d'abord un but externe, c'est rappeler au cours d'Europe et rappeler à l'opinion publique européenne que après Ponte Novo, ce n'est pas fini. La Corse conserve des combattants actifs sur le territoire occupé. Un rôle interne à cette résistance, c'est de démontrer aux Corses eux-mêmes que la perspective d'une libération est toujours possible et surtout de maintenir les contacts entre le chef légitime, Pascal Paoli, et les partis restés patriotiques de la population corse. Les courriers de Pascal Paoli vont être envoyés, il va en avoir beaucoup. Ils vont être transportés par des émissaires qui sont protégés par la résistance. Et sans la résistance, il n'y aurait pas eu la possibilité d'avoir tous ces contacts. Les courriers de Pascal Paoli sont adressés à qui ? On le sait notamment parce qu'il y a des espions en Corse et il y a des espions à Livourne, qui renseignent le consul de France à Livourne, qui fait des rapports à l'intendant. Et on a les noms qui sont cités. Et tous les noms qui sont cités, ce sont les anciens cadres de la nation. Alors on ne connaît pas le contenu de ces courriers, enfin on en connaît peu, mais on connaît les libelles qui ont été publiées en 1770 et 1771. Ces 2 libelles qui nous sont parvenues sont très intéressantes parce qu'ils ont une argumentation sur plusieurs pages qui émane
soit de Pascal Paoli, soit qui a été agréé par Pascal Paoli. Et Pascal Paoli va s'adresser au peuple corse par l'intermédiaire de ses principali, de ses notables. Alors, bien entendu, nous sommes tout à fait d'accord pour dire que Pascal Paoli a eu un projet de dépasser les popoli di Corsica, ces communautés corses dont les notables sont les représentants, et pour faire l'unité du peuple. Et Pascal Paoli a aussi pensé qu'il fallait avoir le souci du bien commun avant le souci des intérêts des communautés. Mais ces communautés, elles sont la réalité de la vie des Corses du XVIIIe siècle. Les Corses sont d'un village. C'est là où ils sont nés pour la plupart, c'est là où ils se sont mariés, c'est là où ils pensent que leurs enfants vivront, c'est là où ils ont leurs intérêts, leur solidarité, et c'est là où ils ont leurs représentants, leurs principales, qui forment une partie, donc une composante de la nation corse. Mais ces principales, c'est une composante qui est très divers. On ne peut pas parler des notables d'une manière générale. C'est quelque chose qui est assez, je dirais, c'est une composante qui est complexe. Alors, les notables, cette composante du peuple corse, on la retrouve dans la résistance même, dans la résistance armée. Et il ne faut pas l'oublier. Quand vous prenez, sans a priori idéologique, les listes des gens qui ont été déportés à Toulon et que vous regardez quelles sont leurs professions, eh vous voyez nombre de notaires, de podestats, de prêtres et de bourgeois. Bourgeois est l'expression qu'emploient les Français quand ils veulent parler de notables importants de village. Quand vous faites une analyse, vous voyez qu'on a chez les déportés la même proportion de notables qu'on retrouve en Corse dans les communautés corses. Alors, on est loin de l'image d'Épinal qui a été construite pour des besoins idéologiques. Les notables collaborent tous et les bergers résistent tous. Non, il y a des notables qui collaborent, il y a des notables patriotes, il y a des bergers qui collaborent, il y a des bergers patriotes. Alors, lisons un peu les libelles, parce qu'il faut les lire, ces libelles, pour comprendre comment Paoli s'adresse à ces notables. Dans le premier, dans la Lettera de un zelante corso in terra ferma ad un nazionale suo corrispondente in patria, Paoli consacre une partie de ce libelle à répondre au mémoire sur la subvention. C'est un mémoire fiscal qu'a publié Marbeuf en faveur de l'impôt sur les biens cadastrés, c'est-à-dire un impôt proportionnel aux revenus par rapport à l'impôt par feu. Et voilà ce que va dire, Marbeuf. C'est très intéressant de le lire. Marbeuf, il dit dans ce mémoire, il parle des années du généralat de Paoli. Il dit « Des temps où, sous le voile des douceurs de la liberté, la nation a eu à supporter le joug du plus rude esclavage, alors que, il rajoute que sous la souveraineté du roi de France, la Corse goûtera réellement les douceurs de l'égalité et vivra sous les lois d'un gouvernement plus éclairé, plus juste et nullement arbitraire. » Marbeuf défendant les Lumières françaises. Et la réponse de Paoli est cinglante dans ce libelle. Paoli dit, et je le lirai en français, « Dans les temps de la liberté, ce n'étaient pas les hommes, mais les lois qui gouvernaient la Corse. Et ces lois étaient désirées par le peuple lui-même pour leur utilité et leur sécurité commune. C'est le peuple, librement assemblé dans les paroisses respectives, qui élisait les personnes les plus éclairées et à qui il faisait le plus confiance pour le représenter dans les consultes. » Et il rajoute aussi que lors de l'Assemblée de 1770, assemblée faussement appelée Assemblée de la Nation Corse, qui a été convoquée par Deveau, il rappelle, Paoli, que là, les notables étaient là, mais qu'ils étaient là uniquement pour écouter les décisions ordonnées qui étaient ordonnées par les commissaires et qu'ils n'avaient plus aucun pouvoir. Eux, les représentants du peuple, n'avaient plus aucun pouvoir avec
la nouvelle législation imposée par le roi de France. Et on voit donc très bien Paoli parler donc face au despotisme éclairé de la démocratie traditionnelle de la Corse. Mais c'est en même temps une manière de dire aux notables, vous étiez les cadres de la nation, maintenant vous n'êtes plus rien. Il va même, Paoli, jusqu'à, dans le même texte, justifier l'apparente soumission des notables. Il va leur dire, vous pouvez être soumis, au contraire, soyez soumis, mais gardez dans votre cœur l'esprit de liberté. Et dans le libelle de 1771, Sentimenti di nazionali corsi contro l'invasione della loro patria, dans ce libelle, il va développer toute une série d'argumentaires pour montrer que la Corse est une nation libre, mais il va faire bien la distinction entre les patriotes, ceux qui avaient combattu jusqu'à Ponte Novo, et les autres, ceux qui avaient choisi le roi de France dès 68, qu'il traite de traditore, parricides, nazionali snaturati. Voilà quels sont les collaborateurs. Vous, il le dit clairement, vous avez prêté le serment de fidélité, mais je sais que c'était une contrainte insurmontable. Donc, Paoli sait les trahisons des anciens cadres de la nation. Il sait que l'abbé Rochtin, Gaffour et tant d'autres ont trahi. Mais il a une stratégie qui est, avec la résistance, de maintenir le contact avec toutes les parties de la nation corse pour y maintenir l'esprit de liberté. Ce qu'il veut, c'est que, et on le verra dans le libelle de 71, le libelle de 71 commence par une incantation qui est une incantation où il dit « En vain nos ennemis s'illusionnent de nous avoir vaincus et abattus. Nous proclamons à toutes les générations présentes et futures que vit en nous l'esprit de la liberté et qu'il vivra encore chez nos successeurs tant que coulera le sang corse dans leurs veines. » Je veux dire, ce qui est important pour lui, et le fait qu'il mette ça au début du libelle est important, ce qui est important pour lui, c'est de maintenir cet esprit. Or, cet esprit de liberté, on va s'apercevoir qu'il va réellement rester ancré grâce à l'action du général Paoli pendant son généralat, grâce à l'année de combat pendant la lutte contre la conquête française et grâce aux 5 années de résistance armée. Et cet esprit de liberté, on va voir notamment, on en a des exemples multiples, mais on va voir notamment Félix de Romain, qui est un officier français qui arrive en Corse en 1787 et qui dit « Je ne tardais pas à reconnaître aussi, en fréquentant les Corses, que le sentiment qui les domine est le chagrin d'avoir été soumis. Ils ne peuvent s'habituer à l'idée de ne pas redevenir une nation indépendante. J'en ai les preuves que je peux citer, etc. » Et puis la preuve vivante que l'esprit de liberté, il a été ancré et il est resté ancré en Corse dans toutes les couches de la population, c'est 1789. La majorité des Corses applaudit la libération de l'île, puisque c'est une libération du régime militaire avec le décret du 30 novembre 89. Et les Corses applaudissent en criant dans les rues de Bastia et d'ailleurs « Vive la nation, viva la nazione ». Mais de quelle nation il parle? Viva la nazione, c'est la nation corse dont il parle. Et pour gérer l'île, ils vont mettre en place un comité supérieur. Ils vont mettre en place un comité supérieur qui n'a rien de légal en France. Ils inventent un comité supérieur qu'ils élisent avec les communautés corses à l'Antigua. Et qui vont se retrouver dans ce comité supérieur? On va retrouver beaucoup d'anciens résistants, beaucoup de fils aussi de martyrs, de ce qu'on appelle les martyrs de la liberté, et ils vont élire un président qui est Clément Paoli, retour d'exil. Donc Clément Paoli, le chef de la résistance extérieure, né en 1711, 60 ans de lutte pour la libération de la Corse, qui va être nommé pour gérer la Corse révolutionnaire, qui n'est pas encore républicaine. Et ce comité va avoir cette phrase extraordinaire.
ils vont écrire une lettre à l'Assemblée nationale française qui demandait la mise en place du département en disant « Nous ne faisons rien. Les lumières de notre ancien chef sont le meilleur guide que nous puissions avoir. Le chef de la nation en exil, qui reviendra le 14 juillet, un autre 14 juillet, date qui ne doit rien au hasard, 35 ans après avoir été nommé général de la nation corse. Et puis là, c'est une autre histoire dont nous parlera tout à l'heure Antoine-Marie Gradiani. Alors merci Jean-Pierre pour cette belle intervention. Alors tu as à un moment donné cité ce libelle de 71 qui se termine par vivra en nous l'esprit de liberté tant qu'il reste, tant que circulera le sang corse, qui est effectivement un libelle magnifique et peut-être un des plus républicains de l'ensemble, peut-être le plus républicain de toute la période révolutionnaire, même si on est juste après cette période insurrectionnelle, on est après la conquête. Ce qui est intéressant justement après au début de cette période, à partir de 70-71, c'est qu'on va avoir une véritable volonté des révolutionnaires exilés de fabriquer une histoire de la Corse. Alors on a toute une série de péripéties que l'on connaît aujourd'hui plutôt bien, mais qui montrent bien qu'en fait, on a une génération qui a été à l'action politique. Ils ont échoué. Maintenant, le travail, ce sera celui de la génération suivante. Donc, il faut produire de l'histoire, il faut produire des mémoires pour transférer et faire circuler cet esprit de la liberté. Après, comme tu as très justement dit, il y a cette problématique sur la légitimité qui traverse toute la période révolutionnaire et qui apparaît d'une manière éclatante en 68-69. Ça nous donne envie de recoller avec le propos de Géraud Poumaret de ce matin, lorsqu'il nous montrait que finalement, cette capacité qu'ont eu les puissances européennes à se passer les territoires, eh bien, ça a brisé cet attachement aux différents princes. Et finalement, ça laisse quoi ? Ça laisse les peuples, les populations. Et donc, progressivement, on est dans une Méditerranée, dans une Europe qui commence à penser la politique de manière différente. Et ça, effectivement, on le voit pendant les révolutions corses, et on le voit même pendant cette première Corse française. Alors, merci Jean-Pierre, merci Paolo.